Claire Martinez n'aurait jamais imaginé que le craquement d'une planche pourrie sous ses pas marquerait le début d'un destin extraordinaire, celui d'une femme ordinaire découvrant plus de 350 millions de dollars en or, dissimulés depuis près d'un siècle dans les entrailles d'un manoir abandonné que tout le monde jugeait maudit. Ce son creux, cet écho étrange résonnant dans le sous-sol sombre, allait bouleverser sa vie. En un instant, Claire, mère divorcée de 38 ans, épuisée par 2 emplois et des dettes qui s'empilaient, se transformerait en l'une des chasseuses de trésors les plus improbables de l'histoire moderne. Ce matin pluvieux d'octobre, le vent battait contre les vitres de la petite salle des ventes presque vide. L'air sentait le café froid et la résignation. Sur l'estrade, le commissaire-priseur annonçait d'une voix monotone les enchères d'un bien que personne ne voulait plus, le manoir Whitmore, une vaste demeure de pierre grise à la réputation sinistre. Claire, tremblante, leva la main. Sa mise était la dernière. Adjugé, vendu à la dame en veste bleue pour 11 500 $. Le marteau s'abattit. Le bruit sec résonna comme un coup de tonnerre dans la poitrine de Claire. C'était fait. En quelques secondes, elle venait d'acheter un monstre de pierre rongé par le temps et la rumeur. Elle possédait alors exactement 12 000 $, une Honda Civic cabossée qui affichait près de 180 000 km, et une fille de 10 ans, Sophia, qui continuait à demander quand son père rentrerait à la maison. Le divorce, prononcé 3 mois plus tôt, l'avait laissé exsangue seulement la garde partagée et une modeste épargne qu'elle avait réussi à dissimuler aux avocats de son ex-mari. Mais sous la pluie, dans cette salle vide, quelque chose brûlait encore en elle, un mélange de défi et d'espérance. Elle venait d'acheter bien plus qu'un tas de pierres effondrées, elle venait d'acheter une seconde chance. Le manoir Whitmore avait été bâti en 1973 par Harold Whitmore, un millionnaire excentrique ayant fait fortune dans les mines et l'immobilier. Depuis sa mort, en 2005, la demeure s'était lentement décomposée au bord de la forêt. Le toit fuyait à plusieurs endroits, les vitres du rez-de-chaussée étaient éclatées, les murs tagués de symboles étranges, et l'odeur de moisissure s'échappait par les fissures. Les habitants de Millfield, petite ville de 8000 âmes, racontaient qu'on y voyait des lueurs la nuit et qu'un piano invisible jouait parfois derrière les fenêtres closes. Personne ne voulait de cette ruine. Mais Claire, elle, y voyait autre chose. Elle voyait l'espace où sa fille pourrait courir et rêver, des couloirs à repeupler de rire, une maison à ressusciter. Surtout, elle y voyait une revanche. La preuve qu'elle pouvait bâtir quelque chose de beau à partir du néant. Ce soir-là, dans leur minuscule appartement, elle posa l'avis d'expulsion sur la table de la cuisine. Il leur restait 30 jours pour trouver un nouveau toit. Les salaires de Claire serveuse le jour, femme de ménage la nuit ne suffisaient déjà plus pour payer le loyer. Elle prit la main de sa fille. « Sophia, ma chérie, on va vivre une aventure. Tu te souviens de la grande maison de pierre, celle avec les grilles en fer ? La maison qui fait peur, demanda la fillette d'une voix hésitante. Elle n'est pas effrayante, répondit Claire avec un sourire tremblant. Elle a juste besoin d'un peu d'amour. Et c'est nous qui allons lui en donner. Sophia fronça les sourcils, pensive. J'aurai ma propre chambre ? Les larmes montèrent aux yeux de Claire. La plus grande que tu aies jamais eue. Et tu pourras choisir laquelle tu veux. 2 semaines plus tard, elles quittèrent l'appartement avec quelques vêtements, 2 matelas gonflables, un peu de vaisselle et beaucoup de courage. La première impression, en franchissant le seuil du manoir, fut un choc. Le vestibule au plafond de 6 mètres aurait pu être majestueux autrefois, il n'était plus qu'un champ de ruines. Les dalles de marbre étaient brisées, le lustre gisant au sol comme un squelette de cristal, et le vent s'engouffrait par les fissures en un long gémissement. Sophia, serrant son éléphant en peluche contre elle, chuchota. « Maman, on va vraiment habiter ici ?» Claire s'accroupit et la serra dans ses bras. « Oui, mon cœur. Et quand on aura fini, ce sera la plus belle maison de toute la ville. Mais il faudra du temps et du travail. Tu es prête à m'aider ?» La fillette hocha la tête, sérieuse comme une adulte. Cette nuit-là, elles s'installèrent dans l'ancienne bibliothèque, seule pièce dont les fenêtres tenaient encore. Le vent d'octobre gémissait dans les couloirs vides. Chaque craquement faisait sursauter Sophia. Pour la rassurer, Claire inventa une histoire, les bruits venaient de gentils fantômes, heureux de voir enfin des humains redonner vie à la maison. Elles s'endormirent enlacées, la lampe torche posée entre elles, bercées par le murmure du vent et l'espoir d'un lendemain meilleur. Le matin venu, Claire se mit à dresser la liste des réparations. Elle semblait interminable, toiture à refaire, câblage dangereux, plomberie hors d'usage, murs fissurés. Mais elle n'était pas femme à fuir les difficultés.
Le divorce lui avait appris qu'elle était plus forte qu'elle ne l'aurait cru. Elle décida de s'attaquer à la maison une pièce à la fois. Pendant que Sophia allait à l'école, Claire travaillait au Mel's Dîner, servant des cafés aux habitués du matin. Les deux serveuses plus âgées, Martha et Diane, l'avaient prise sous leur aile, mais leur regard en disait long, elle la croyait folle. « Chérie, ce manoir, c'est un nid à ennui », déclara Martha un jour en remplissant la cafetière. On raconte qu'il y a des lumières la nuit, des bruits étranges, des enfants qui jurent avoir vu des ombres derrière les rideaux. Même les pompiers refusent d'y entrer. Claire sourit, polie. Elle avait entendu ces rumeurs toute son enfance. Mais ce qu'elle voyait, elle, c'était un défi, pas une malédiction. Chaque soir, après son service, elle récupérait Sophia à la sortie de l'école et rentrait au manoir. Ensemble, elles se retroussaient les manches. La fillette, d'un enthousiasme inépuisable, dessinait des plans colorés qu'elle collait sur les murs décrépits, ici la cuisine, là la salle à manger, plus loin une chambre aux rideaux jaunes. La cuisine aura des murs jaunes, parce que le jaune rend les gens heureux, déclara Sophia un soir. Et il y aura une grande table pour les pancakes du dimanche. Claire contempla la pièce en ruine, le plâtre tombé, les planches pourries et tenta de la voir à travers les yeux de son enfant. C'est parfait, ma puce. On va y arriver. Les soirées se terminaient souvent dans la poussière, les doigts sales et le cœur léger. Claire apprenait à Sophia à utiliser un marteau, à trier les vis, à reconnaître les fils électriques. Ensemble, elles redonnaient souffle à la maison. Les jours devinrent des semaines. L'automne se transforma en un hiver précoce. Le froid s'insinuait par les murs, mais la chaleur de leur complicité emplissait les pièces. Claire travaillait sans relâche, la journée au dîner, la nuit sur le chantier. Elle dormait à peine, mais chaque matin, voir Sophia rire au milieu des gravats lui redonnait la force de continuer. Et c'est un soir de février, alors qu'elle inspectait les poutres du sous-sol, qu'elle entendit ce son, un craquement différent. Plus creux. Elle posa le pied à l'endroit exact. Le plancher résonna comme une caisse vide. Intriguée, elle s'agenouilla, tapota du poing, puis saisit une barre de fer. Une planche céda, révélant une cavité. Un souffle d'air glacé s'en échappa, portant une odeur métallique. Elle dirigea sa lampe dans l'ouverture, et vit une lueur dorée. Ses mains tremblaient. Sous les planches dormaient des lingots couverts de poussière, empilés comme des briques oubliées du temps. Le faisceau de la lampe dansait sur le métal, projetant sur les murs une lumière chaude et irréelle. Claire resta figée, incapable de respirer. Ses jambes se mirent à trembler, son cœur battait à tout rompre. Était-ce possible? De l'or. De véritables lingots d'or. Elle comprit alors que la légende locale sur Harold Whitmore cachait peut-être une vérité bien plus vaste. Le vieil homme, excentrique et solitaire, avait dissimulé une fortune colossale avant de mourir. Et c'est elle, Claire Martinez, serveuse, mère divorcée, femme ordinaire, qui venait de la redécouvrir. Cette nuit-là, assise dans la bibliothèque devenue leur refuge, Claire observa sa fille endormie, la lumière du feu jouant sur son visage. Une émotion immense la submergea. Ce trésor n'était pas seulement de l'or. C'était la promesse d'une nouvelle vie, le symbole de tout ce qu'elle avait refusé d'abandonner, le courage, la persévérance, la foi dans les secondes chances. Le manoir, naguère symbole de ruine et de folie, allait renaître. Non pas parce qu'il cachait des richesses, mais parce qu'il avait abrité deux âmes décidées à ne plus jamais reculer devant la peur. Et dans le silence de la nuit, Claire comprit enfin que le vrai trésor, celui qu'aucune fortune ne pouvait égaler, dormait tout près d'elle et dans le sourire paisible de sa fille. Ils travaillaient à la lueur vacillante de lanternes à piles, leurs silhouettes dansant sur les murs dénudés du vieux manoir. L'électricité n'était pas encore rétablie, des semaines s'écouleraient avant que la lumière ne jaillisse à nouveau des ampoules. Pourtant, dans cette obscurité, Claire Martinez voyait déjà poindre la renaissance de ce lieu maudit que tout le monde disait perdu. Le premier véritable triomphe arriva en novembre. Après des jours de tuyaux gelés, de robinets muets et d'eau stagnante, Claire parvint enfin à faire couler l'eau dans la cuisine et dans une salle de bain. Ce fut une victoire modeste en apparence, mais monumentale pour elle. Elles fêtèrent l'événement à leur manière, des rires, de la musique sur un vieux téléphone, et de longues douches chaudes, les premières depuis un mois. Sur leur petit réchaud de camping, Claire prépara un repas chaud, pâtes, sauce en boîte et pain grillé, mais pour Sophia, c'était un festin royal. Pourtant, chaque victoire semblait appeler deux nouveaux désastres. L'inspecteur municipal découvrit des violations du code qui coûteraient des milliers de dollars à corriger. Puis,
Lors de la première grande gelée, un tuyau éclata, inondant le sous-sol de plusieurs centimètres d'eau glacée. Mais rien ne la prépara à la visite la plus dévastatrice de toutes, celle de Marcus, son ex-mari. Un soir de décembre, alors que la neige tombait à gros flocons, il se présenta sans prévenir. Marcus Martinez, le charmeur d'autrefois, grand, séduisant, sûr de lui, se tenait maintenant dans l'encadrement de la porte, les mains dans les poches et un air de dédain figé sur le visage. « Bon sang, Claire, qu'as-tu fait ? Ce lieu est un taudis. Sophia ne devrait pas vivre ici. » Claire sentit sa confiance vaciller sous la morsure familière de ses critiques. 15 ans plus tôt, il l'avait séduite avec ses rêves de grandeur, aujourd'hui, il la jugeait pour avoir osé rêver sans lui. Avant qu'elle ne trouve les mots, une voix douce mais ferme s'éleva. « Ce n'est pas un taudis, papa. C'est notre maison. Et on la rend belle. » Marcus ignora sa fille, les yeux rivés sur Claire. Le tribunal a avancé l'audience pour la pension. Mon avocat pense que j'ai des raisons valables de demander une réduction, vu ta situation de vie, disons, discutable. Claire sentit la peur l'étreindre. Sophia est heureuse ici, dit-elle d'une voix maîtrisée. Elle réussit à l'école, elle a des amis. Elle apprend surtout à vivre comme une sans-abri, trancha Marcus. Si je demandais la garde complète, tu crois qu'un juge trouverait ça convenable ? Lorsqu'il quitta la maison ce soir-là, Claire s'effondra. Dans le froid du manoir silencieux, elle pleura pour la première fois depuis leur arrivée. Les doutes qu'elle avait refoulés la submergèrent, avait-elle eu tort de tout risquer ? Peut-être que tout le monde avait raison et qu'elle était égoïste, obstinée, inconsciente. Peut-être qu'elle devait vendre, renoncer, retourner à une vie ordinaire, dans un appartement chauffé, avec de l'eau chaude et des voisins compatissants. Mais au matin, la lumière du jour ramena un souffle d'espoir. Sophia entra dans la pièce, les cheveux ébouriffés, un sourire timide sur le visage. Elle tenait un gobelet de chocolat chaud et une feuille de papier. « Regarde, maman, c'est pour toi. » Sur le dessin, 2 silhouettes se tenaient devant une grande maison aux fenêtres étincelantes, un jardin fleuri, et un soleil éclatant dans un ciel sans nuages. « C'est notre maison, quand on l'aura fini. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle prit sa fille dans ses bras, inspira la senteur de son shampoing à la fraise et murmura. « Elle sera encore plus belle que ça, mon trésor. Je te le promets. » L'hiver fut impitoyable. Le système de chauffage était irréparable, elles survécurent grâce à quelques radiateurs électriques et à des couches de pull et de couverture. Claire enchaînait 2 emplois, nettoyage de bureau la nuit, service au restaurant le matin. Épuisée, grelottante, elle rentrait au manoir pour bricoler dès l'aube. Elle apprit à se débrouiller seule, poser de l'isolation, colmater du plâtre, poser du carrelage. YouTube devint son maître d'apprentissage, son téléphone fissurait sa salle de classe. Dans la petite ville, les opinions divergeaient. Certains admiraient son courage, lui apportant de temps à autre un sac de ciment, une caisse d'outils ou des conseils. D'autres la traitaient de folle. Bill Patterson, le propriétaire du magasin de bricolage, devint pourtant son allié le plus fidèle. Cet homme robuste au regard bienveillant voyait en elle une étincelle de la ténacité qui avait jadis bâti cette demeure. « Tu sais, » lui dit-il un après-midi de février en chargeant des planches dans son vieux break, « Harold Whitmore était un drôle d'oiseau. Mais il a bâti cette maison sur du solide. Si quelqu'un peut la sauver, c'est toi. » À force de persévérance, le printemps révéla leur progrès. Le toit réparé ne laissait plus passer la pluie. Les circuits électriques fonctionnaient enfin dans plusieurs pièces. 3 chambres et 2 salles de bain étaient utilisables. Sophia put choisir sa chambre, un coin lumineux du 2e étage, aux murs orientés à l'est et au sud. Elle la peignit en lavande et y accrocha ses dessins comme dans une galerie d'art. Le manoir, jadis sinistre, commençait à respirer à nouveau. Mais les finances de Claire s'effondraient. Les matériaux, les permis, les factures, tout grignotait ses économies. Ses 2 emplois ne suffisaient plus. Elle prit des contrats de ménage supplémentaires, travaillant jusqu'à minuit. Elle maigrissait, ses mains étaient couvertes de coupures et de bleus, et le moindre virus la clouait au lit. Un soir de mai, alors que Sophia dormait chez une amie, Claire descendit seule au sous-sol pour réparer une section du plancher abîmée par l'inondation de l'hiver. Le sous-sol, partiellement maçonné, restait son cauchemar, froid, humide, encombré de débris et d'objets oubliés. Alors qu'elle arrachait une planche récalcitrante, un bruit étrange résonna, un écho creux, différent du bruit sourd habituel du bois contre le béton. Intriguée,
Elle frappa de nouveau. Même son. Son cœur accéléra. Elle prit un pied de biche et souleva prudemment les planches. Sous la poussière, elle distingua une trappe peinte en noir, presque invisible dans la pénombre. Une poignée en fer forgé s'y accrochait, rongée par la rouille. Elle la saisit, tira de toutes ses forces, les gonds gémirent comme des bêtes blessées. Sous la trappe s'ouvrait un escalier de pierre, étroit, plongeant dans l'obscurité. Claire prit sa lampe de poche, hésita, puis descendit. 10 marches plus bas, elle atteignit une petite pièce voûtée, à peine 3 mètres sur 4. Les murs étaient en pierre brute. Mais la pièce n'était pas vide. Le long des murs s'alignaient des caisses de bois, soigneusement emballées dans de la toile cirée, liées par des cordes anciennes. Malgré les décennies, l'humidité ne les avait pas détruites. Claire s'approcha de la première caisse, le cœur battant. Elle défit lentement la corde, écarta la toile. À l'intérieur, sous une couche de paille réduite en poussière, luisaient des lingots d'or. Pas des souvenirs de collectionneurs, de véritables lingots, massifs, lourds, marqués du sceau de compagnie minière des années 1920 et 1930. Ses jambes cédèrent. Elle s'assit lourdement sur le sol de pierre, la lampe tremblant dans sa main. Incapable de croire ce qu'elle voyait, elle ouvrit une seconde caisse, d'autres lingots, mais aussi des bourses de cuir remplies de pièces d'or anciennes, américaines et étrangères. Une troisième caisse. Une quatrième. Or, bijoux, pierres précieuses. Un trésor d'une ampleur inimaginable. Harold Whitmore, l'ancien propriétaire, avait-il caché cette fortune? Ou appartenait-elle à un autre, oublié du temps? Peu importait. Claire, abasourdie, resta des heures à contempler l'incroyable spectacle, essayant de chiffrer l'impossible, des millions. Peut-être des dizaines de millions. Quand l'aube finit par filtrer à travers les fissures du plancher, elle remonta, encore sous le choc. Elle resta longtemps assise à la table de la cuisine, les mains autour d'une tasse vide, le regard perdu. Sophia rentra peu après, les joues roses de joie. « Maman, tu vas bien? Tu as l'air bizarre. » Claire leva les yeux vers sa fille. Elle la contempla longuement, cette enfant courageuse qui n'avait jamais plaint leur sort, qui avait cru en leur rêve alors qu'elle-même doutait. Elle sentit un élan d'amour et de gratitude la traverser. « Viens, mon cœur. Il faut qu'on parle. » Elle lui raconta tout. Le sous-sol secret, les caisses, l'or, le mystère. Sophia écoutait, bouche bée, posant des questions avec une sagesse déconcertante. « Alors, on est riche maintenant? » Claire sourit, émue. « Je ne sais pas encore, ma chérie. Il faut d'abord savoir si cet or peut vraiment nous appartenir, et combien il vaut. Mais on pourra finir la maison, au moins ?» Pour la première fois depuis des mois, Claire éclata de rire, un rire pur, libérateur. « Oh oui, mon amour. Cette fois, on va vraiment la finir. Et elle brillera comme dans ton dessin. » Le soleil du matin baignait la pièce d'une lumière dorée. Dans ce manoir autrefois maudit, entre la fatigue et les larmes, une promesse renaissait, celle d'un avenir reconstruit pierre après pierre, amour après amour, rêve après rêve. Et sous leurs pieds, dans les entrailles de la maison, le trésor dormait encore, gardien silencieux de la foi d'une mère et de la vision d'une enfant. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et d'activités. Claire Martinez savait qu'elle ne pouvait pas traiter la découverte comme un simple coup de chance, il fallait agir avec rigueur, transparence et respect de la loi. Dès le lendemain, elle contacta un avocat, qui la mit en relation avec des experts spécialisés dans les lois sur les trésors, la fiscalité et la conservation du patrimoine historique. Le sous-sol fut immédiatement scellé, tandis qu'une équipe d'archéologues et de juristes évaluait la valeur et la provenance du butin. Malgré ses efforts pour garder le secret, la nouvelle finit par s'ébruiter. Ce qui n'était d'abord qu'un murmure de voisinage se transforma rapidement en rumeur de comté, puis en article dans le journal local. En quelques jours, la propriété Whitmore devint le centre d'une véritable tempête médiatique. Des journalistes campaient devant les grilles rouillées du manoir, des drones survolaient la propriété, et le téléphone de Claire sonnait sans répit. La procédure légale s'avéra d'une complexité épuisante. À qui appartenait le trésor? Était-il considéré comme un bien archéologique, un héritage familial ou une propriété privée? Les héritiers lointains de Harold Whitmore, l'ancien propriétaire, surgirent de nulle part, brandissant des arbres généalogiques poussiéreux et des testaments incomplets. Mais Claire avait respecté chaque règle. Elle avait signalé la découverte aux autorités dès le premier jour. Elle avait coopéré, patienté,
Et surtout, elle possédait légalement la maison où le trésor avait été trouvé. Après des mois de batailles administratives et judiciaires, la décision tomba, Claire obtenait la pleine propriété de 80% du trésor, le reste revenant à l'État et aux héritiers Whitmore. Le verdict suscita des applaudissements dans la petite ville de Millfield. L'évaluation finale laissa tout le monde sans voix, pièces d'or, bijoux anciens, lingots et artefacts historiques totalisaient plus de 350 millions de dollars. Même après impôts et honoraires d'avocats, la part de Claire dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer en une dizaine de vies. Les journaux nationaux s'emparèrent de l'histoire, une mère divorcée découvre un trésor de 350 millions dans un manoir abandonné. De la misère à la fortune, conte de fées à l'américaine. Les plateaux télé se l'arrachèrent, les éditeurs proposèrent des contrats de livres, et Hollywood flairait déjà un film. Mais ce que personne n'avait prévu, pas même Claire, c'était ce qu'elle ferait de cette fortune. Elle ne quitta pas Millfield. Elle ne s'acheta pas de villa en Californie ni de yacht en Méditerranée. Elle resta. Elle resta dans la maison qui avait changé son destin, déterminée à lui rendre la beauté et la dignité qu'elle méritait. Avec sa fille Sophia, elle supervisa la restauration du manoir Whitmore pièce par pièce, redonnant vie aux moulures, aux escaliers et aux vitraux. L'allée devint un centre communautaire pour les familles monoparentales en difficulté. Ainsi naquit la Fondation Claire Martinez, un nom que Sophia avait choisi fièrement. L'organisation finançait des bourses d'études pour les parents isolés, offrait une garderie gratuite, un soutien scolaire et un fonds d'urgence pour les familles risquant l'expulsion ou la coupure d'électricité. Claire investit intelligemment, s'assurant que la fondation survivrait bien au-delà de la fortune initiale. Elle créa aussi un programme de bourse au lycée de Millfield. Chaque année, 10 élèves étaient sélectionnés non pas pour leurs notes, mais pour leur courage et leur persévérance. La seule condition, rédiger un essai sur un moment où ils avaient transformé une épreuve en opportunité. Le manoir Whitmore, autrefois symbole de délabrement, devint le cœur battant de la communauté. La grande salle de bal accueillait des mariages pour les couples modestes. La bibliothèque servait de centre d'alphabétisation pour les adultes. Dans les jardins qu'elle avait plantés avec Sophia, les familles cultivaient leurs propres légumes et apprenaient les bases de la nutrition et du développement durable. Sophia, désormais adolescente, s'épanouissait dans cet univers qu'elles avaient bâti ensemble. Curieuse, éloquente et passionnée, elle participait aux réunions du conseil de la fondation, plaidant souvent pour les jeunes qui lui rappelaient ce qu'elle et sa mère avaient été autrefois, pleines de rêves mais pauvres en moyens. Lors du 5e anniversaire de la découverte, Sophia déclara à un journaliste. « Maman dit toujours que le vrai trésor n'était pas l'or. C'était d'apprendre qu'on peut prendre quelque chose de brisé, et le rendre beau. » Son père, Marcus, tenta bien de réclamer sa part du trésor, invoquant des droits conjugaux et exigeant une révision de la pension. Ces manœuvres juridiques échouèrent toutes. Pourtant, contre toute attente, Claire lui proposa un règlement à l'amiable. « Pas pour lui, » expliqua-t-elle à Sophia un soir, en regardant le crépuscule depuis la bibliothèque restaurée. « Mais pour nous. La colère et les rancunes encombrent l'âme. Je veux que notre maison, comme nos cœurs, reste claire et paisible. » Le manoir devint célèbre. Des magazines d'architecture et des émissions de décoration vinrent y tourner. Mais Claire répétait inlassablement que les plus belles transformations ne se voient pas sur les photos. Cette maison m'a appris qu'être brisée ne veut pas dire être sans valeur. Les choses les plus magnifiques naissent parfois des endroits les plus improbables. Il suffit d'avoir le courage d'y croire et de retrousser ses manches. Le soir, quand tout redevenait calme et que la lumière dorée du couchant baignait les murs de pierre, Claire et Sophia aimaient parcourir les couloirs. Elles se souvenaient des nuits passées sur des matelas gonflables, des toitures percées qu'elles avaient réparées à la lampe frontale, des moments de doute où tout semblait perdu. Chaque pièce restaurée était un souvenir vivant de leur persévérance. Le trésor avait changé leur vie, mais d'une manière bien plus profonde que ne l'imaginaient les journaux. Il leur avait enseigné la différence entre richesse et abondance, entre posséder et partager. Claire était riche depuis longtemps déjà, non pas depuis qu'elle avait trouvé l'or, mais depuis le jour où elle avait osé croire qu'un lieu oublié pouvait renaître. Aujourd'hui, Sophia avait 17 ans. Elle préparait son entrée à l'université pour étudier l'architecture et la gestion d'organismes à but non lucratif, déterminée à poursuivre l'œuvre de sa mère. Dans le grand hall du manoir, les croquis qu'elle avait dessinés enfant étaient encadrés au mur, les plans d'un rêve devenu réalité. Le manoir Whitmore avait connu 1000 visages, symbole de fortune, puis de ruine, avant de devenir celui de la résilience. Mais surtout, il avait été un foyer, celui où deux âmes avaient appris que les plus grands risques mènent parfois aux plus belles récompenses,
et que les trésors les plus précieux ne brillent pas toujours sous la lumière du soleil. Chaque matin, alors que les premiers rayons faisaient scintiller les pierres dorées de la façade, Claire repensait à la femme qu'elle avait été, fatiguée, brisée, mais déterminée. Elle se souvenait du jour de la vente aux enchères, de sa main tremblante levée dans un ultime acte de foi. Elle se souvenait de la fillette qui dessinait des fleurs sur les murs effrités pour imaginer un avenir meilleur. Et elle remerciait silencieusement la vie de lui avoir donné la chance de transformer la peur en espoir. Le trésor avait attendu un siècle dans le noir du sous-sol, caché sous des couches de poussière et d'oubli. Il lui fallait quelqu'un d'assez courageux pour voir au-delà de la ruine, assez tenace pour reconstruire, et assez généreux pour partager. Claire Martinez fut cette personne. Elle comprit que la véritable richesse ne se mesure pas en pièces d'or, mais dans les vies qu'on touche, les communautés qu'on aide à grandir, et les traces qu'on laisse derrière soi. Les habitants de Millfield aiment raconter son histoire aux visiteurs. Ils disent: Claire Martinez n'a pas seulement trouvé un trésor dans ce sous-sol. Elle s'est trouvée elle-même. Et grâce à elle, tout un village retrouva foi en la bonté, en la solidarité, en la possibilité de transformer la douleur en beauté. Car parfois, si l'on ose rêver assez grand et travailler assez dur, les contes de fées peuvent devenir réalité. Même dans les petites villes. Même pour une mère seule qui n'avait, au départ, que sa détermination et son amour. L'histoire du manoir Whitmore devint celle de Millfield tout entier, une légende de courage et de renaissance. Et elle rappelait à tous que les plus grands trésors dorment souvent sous nos pieds, attendant simplement une âme visionnaire assez brave pour les révéler. Et parfois, ces trésors valent bien plus que tout l'or du monde. Le poids de l'héritage. Pourquoi t'attacher à cette petite ville? Demanda l'un des membres du conseil, perplexe. Sophia, 18 ans, assise à côté de sa mère, resta silencieuse. Elle s'apprêtait à commencer sa première année à l'université Northwestern et avait hérité de la détermination tranquille de Claire, ainsi qu'une sagesse rare pour son âge. Quand M. Hawthorne quitta la pièce, Sophia se tourna vers sa mère avec un sourire complice. « Tu n'y as même pas songé une seconde, n'est-ce pas ?» Claire rit doucement. « Pas une seule. Cette maison nous a choisis, Sophia. Et on n'abandonne pas la famille. » Ce fut là le début d'une nouvelle épreuve. La deuxième grande bataille, plus redoutable que toutes les précédentes, prit la forme d'un homme, Jonathan Whitmore, arrière-petit-neveu de Harold Whitmore. Avocat à Boston, il avait passé des années à contester le règlement du trésor découvert par Claire. Il arriva à Millfield accompagné d'une équipe de chercheurs, affirmant avoir trouvé la preuve que l'or appartenait non pas à Harold lui-même, mais à une fiducie familiale. Selon lui, le trésor avait été détourné des anciennes mines de la famille. Ce fut le début d'une guerre juridique longue et exténuante, qui dura près de 2 ans. Jonathan engagea des historiens, des généalogistes et des experts en prospection minière, tous déterminés à démontrer que le trésor avait été volé. Les journaux s'en emparèrent de nouveau, bataille du trésor, la famille Whitmore contre la millionnaire de Millfield. Lors d'une déposition particulièrement éprouvante, l'avocate de Jonathan, une femme au regard d'acier nommée Patricia Kell, interrogea Claire pendant des heures. Sa voix était tranchante, presque méprisante. N'est-ce pas un peu commode, Madame Martinez, qu'une femme menacée d'expulsion découvre soudain un des plus grands trésors de l'histoire américaine? Claire soutint son regard sans fléchir. Madame, si vous saviez combien de nuits j'ai passé dans ce sous-sol à lutter contre l'humidité, les rats, et mes propres doutes sur ma santé mentale, vous comprendriez qu'il n'y a rien de commode dans cette histoire. J'ai gagné chaque centimètre de cette maison à la sueur de mon front, avec mes larmes et plus de courage que je ne pensais posséder. Ces mots firent le tour des journaux, symbole de sa dignité face à la suspicion et à la convoitise. Finalement, son équipe d'avocats mit la main sur des documents irréfutables. Harold Whitmore avait acquis légalement l'or entre les années 1930 et 1940, en payant chaque once au prix du marché et en tenant des registres méticuleux. Le trésor lui appartenait sans contestation possible. Et selon la loi, tout ce qui se trouvait sur la propriété de Claire lui revenait de plein droit. La justice trancha, l'or appartenait à Claire Martinez. Mais la victoire ne fut pas triomphante. Un soir, Jonathan Whitmore se présenta seul à la porte du manoir. Il semblait épuisé, le visage creusé, la voix chargée d'émotion. « Mon grand-oncle était la dernière attache que j'avais avec ma famille, dit-il d'un ton brisé. Mes parents sont morts quand j'étais enfant. Harold a pris soin de moi, mais sa peur de l'avidité des autres l'a isolé du monde. Il s'est enfermé dans son silence, même vis-à-vis de moi. Quand j'ai découvert ce trésor,
j'ai cru pouvoir récupérer un fragment de ce lien perdu. Claire s'assit à côté de lui sur la marche du perron. Elle connaissait ce chagrin, celui des mots jamais dits, des adieux jamais faits. Je suis sincèrement désolé pour ta perte, Jonathan. Mais prendre ce trésor ne te rendra pas ton oncle. Peut-être que nous pourrions l'honorer autrement, ensemble. De cette conversation naquit l'idée de la bibliothèque commémorative Harold Whitmore, un centre de recherche moderne, bâti sur un terrain que Claire offrit à la ville. Jonathan y consacra l'héritage de son oncle, sa collection rare d'ouvrages sur la géologie et l'exploitation minière et y ajouta un département dédié aux pratiques minières durables. La bibliothèque devint sa raison d'être. Peu à peu, Jonathan s'installa à Millfield pour en assurer la direction, et une amitié improbable se tissa entre lui et Claire, deux âmes marquées par la perte, unies par le désir de reconstruire. Mais le trésor attira d'autres convoitises, plus douloureuses encore, celle du sang. Un jour, Claire reçut la visite de son frère aîné, Danny, qu'elle n'avait pas revu depuis les funérailles de leur mère 5 ans plus tôt. Il se présenta avec sa femme et leurs jumeaux adolescents, un sourire embarrassé aux lèvres. « Claire, on a des soucis. Des factures médicales. Tu sais comment c'est. On est de la famille. » Un petit coup de main, quelques centaines de milliers de dollars, et tout irait mieux. Il était assis à la même table où, des années plus tôt, Claire faisait chauffer de l'eau sur un réchaud de camping. Elle se souvenait encore des paroles qu'il lui avait crachées au visage pendant la maladie de leur mère, qu'elle était irresponsable, incapable de s'occuper d'elle-même, encore moins d'un enfant. Il l'avait tenue à l'écart des décisions, l'avait exclue des funérailles, et n'avait jamais demandé de ses nouvelles après son divorce. Claire respira profondément. « Danny, je vais t'aider à payer les factures médicales, directement à l'hôpital. Mais je ne te donnerai pas d'argent liquide. Et surtout, sache que l'argent ne répare pas les 5 dernières années. Il ne recrée pas une famille quand ça t'arrange. » Ce fut une conversation douloureuse mais nécessaire. Claire apprit à tracer des limites, à dire non sans honte. Elle vit des amis d'autrefois ressurgir, des cousins lointains évoquer de vieux souvenirs, tous cherchant une part de son succès. Elle établit alors une règle claire, elle aiderait pour des besoins concrets et prouvés, mais jamais sans contrôle ni transparence. Sophia, qui observait tout cela de loin, comprit peu à peu le poids qui reposait sur les épaules de sa mère. Un soir, lors d'un appel vidéo depuis sa chambre d'étudiante, elle lui confia. « Maman, j'ai parlé à mon prof d'économie des fondations et des grandes fortunes. Il dit que la plupart des gens qui héritent soudainement perdent tout en moins de 5 ans, faute de savoir gérer. » Claire sourit à travers l'écran. « Et qu'est-ce que tu lui as répondu ? Que tu n'étais pas, la plupart des gens. Que tu as appris à réparer un toit, à poser des canalisations, et qu'apprendre à gérer une fortune n'était qu'une autre compétence à maîtriser. » Ces mots touchèrent profondément Claire. Car Sophia avait raison. Avec la même ardeur qu'elle mettait autrefois à manier un marteau ou à repeindre des murs, Claire se plongea dans l'apprentissage de la finance. Elle s'entoura d'experts, assista à des conférences sur la philanthropie et l'investissement éthique, et étudia les lois fiscales avec la rigueur d'une avocate. Elle fit des erreurs, parfois. Se trompa de conseiller. Mais jamais 2 fois de la même manière. La leçon la plus difficile fut d'apprendre à dire non. La fondation qu'elle avait créée recevait des centaines de lettres chaque mois, familles en détresse, associations locales, ONG internationales. Claire les lisait toutes. Une habitude qui inquiétait son assistante, Hélène Carter, une femme d'une efficacité redoutable. « Madame Martinez, vous ne pouvez pas répondre à chaque courrier. Vous allez vous épuiser. » Claire releva les yeux de la pile de lettres, les doigts tachés d'encre. « Si j'arrête de lire, je deviendrai comme ceux qui oublient d'où ils viennent. Ces gens écrivent parce qu'ils espèrent encore. Et je me souviens très bien du jour où j'espérais moi aussi qu'on me réponde. » Hélène resta silencieuse. Elle comprit qu'on ne discutait pas avec une femme qui avait bâti son destin sur la persévérance et la mémoire du manque. Les années passèrent. La maison autrefois en ruine était devenue un refuge plein de vie. Le rire des bénévoles résonnait dans les couloirs restaurés, et le jardin renaissait sous le soleil. La bibliothèque Whitmore accueillait des chercheurs venus de tout le pays. Et au cœur de cette renaissance, Claire Martinez continuait de veiller gardienne d'un héritage forgé non pas dans l'or, mais dans la dignité. Un soir d'automne, alors qu'elle refermait les grands volets du manoir, Claire leva les yeux vers le ciel constellé. Elle repensa à la femme qu'elle avait été le jour où tout avait commencé, épuisée, effrayée, seule. Puis elle songea à la route parcourue, à la jeune mère qu'elle était, à la guerrière qu'elle était devenue.
la fortune pouvait s'évanouir. Les titres, les honneurs aussi. Mais ce que Claire avait reconstruit, pierre après pierre, c'était une vie fondée sur la résilience et l'amour, le véritable trésor, celui que rien ni personne ne pourrait jamais lui reprendre. Claire insistait. Elle se souvenait trop bien de ce que signifiait être désespérée, envoyer des dizaines de candidatures, écrire des lettres pleines d'espoir, attendre un appel qui ne venait jamais. Cette attente, ce silence qui finit par user la dignité. C'est pour cela que, même lorsqu'elle ne pouvait pas aider, elle refusait de laisser quiconque sans réponse. Chaque demande recevait un mot personnel, une explication honnête, parfois une liste d'autres ressources à contacter. Pour Claire, la compassion ne se mesurait pas seulement à l'argent donné, mais au respect accordé à ceux qui demandaient. Très vite, le travail de la fondation s'étendit bien au-delà des limites de Millfield. On parlait partout de cette femme au cœur immense, qui dirigeait son organisation d'une manière bien différente des grandes œuvres de charité. Alors que d'autres privilégiaient les projets visibles et les cérémonies médiatiques, la Fondation Martinez se consacrait à des gestes simples mais profondément humains, des interventions discrètes, presque intimes, qui pouvaient transformer une vie à la fois. Il payait la réparation d'une voiture pour qu'une mère célibataire puisse garder son emploi. Il versait une caution à une famille fuyant la violence domestique. Il finançait les frais d'inscription d'un adulte désireux d'apprendre un nouveau métier. Ces aides, souvent inférieures à 10 000 $, semblaient modestes sur le papier mais pour ceux qui les recevaient, elles changeaient tout. Une histoire bouleversa particulièrement Claire, celle de Jennifer Walsh, une femme originaire d'une petite ville à 200 km de là. Enseignante passionnée, Jennifer avait perdu son poste à cause de coupes budgétaires. Mère seule de 3 jeunes enfants, menacée d'expulsion, elle écrivit à la fondation dans un dernier élan d'espoir. Claire approuva immédiatement une aide d'urgence pour payer le loyer, mais elle alla plus loin, elle contacta un district scolaire voisin de Millfield, qui cherchait justement une enseignante expérimentée. Quelques semaines plus tard, Jennifer s'installa dans la région, retrouva un emploi qu'elle adorait, et finit par acheter une petite maison à 5 km du manoir Whitmore. Lors du dîner annuel de la fondation, elle prit la parole, les larmes aux yeux. « Madame Martinez a sauvé ma famille », dit-elle. Mais plus encore, elle m'a appris qu'on ne perd pas sa dignité en demandant de l'aide. On reconnaît simplement que, parfois, nous avons tous besoin les uns des autres. Ces récits se multiplièrent au fil des années. Peu à peu, la fondation bâtit un véritable réseau de solidarité, les anciens bénéficiaires devenaient à leur tour donateurs, bénévoles ou parrains pour les nouveaux venus. Une chaîne de gratitude qui traversait désormais plusieurs États. Pendant ce temps, Sophia, la fille de Claire, grandissait et apportait un souffle nouveau. Étudiante à Northwestern, elle s'impliqua dans des ONG à Chicago, étudia le développement international et revint chaque été à Millfield, les bras chargés d'idées. Un soir d'été, après sa 3e année, elle lança « Maman, et si on créait un programme de microcrédit ? Au lieu de simples dons, on pourrait accorder de petits prêts sans intérêt pour aider les gens à lancer une entreprise ou améliorer leur situation. Quand ils remboursent, cet argent sert à aider le suivant. » Claire resta silencieuse un moment, observant sa fille. Cette idée, simple mais visionnaire, incarnait tout ce qu'elle avait voulu transmettre. L'année suivante, le programme de microprêt Sophia Martinez vit le jour, doté d'un fonds initial de 50 000 $. 3 ans plus tard, il dépassait les 2 millions, avec un taux de remboursement remarquable de 96%. Les projets financés allaient du camion de restauration au service de garde à domicile, jusqu'à de petites entreprises de graphisme. L'un des plus beaux succès fut celui de Maria Santos, une immigrée courageuse qui utilisa un prêt de 3 000 $ pour acheter une machine à coudre industrielle et démarrer un atelier de retouche chez elle. 2 ans plus tard, elle avait remboursé son prêt, embauché 2 employés, et préparé l'ouverture d'une boutique en centre-ville. Le prêt a compté, dit-elle à Claire lors d'une visite, mais ce qui m'a vraiment sauvé, c'est que quelqu'un a cru en moi. Cette confiance vaut plus que l'argent. Ces mots restèrent gravés dans le cœur de Claire. Quand l'heure de la remise des diplômes approcha, une inquiétude nouvelle l'envahit, et si Sophia choisissait de partir ? Sa fille brillait à l'université, double diplôme en commerce et relations internationales, offre d'emploi prestigieuse à New York et Chicago. Claire savait qu'elle ne pouvait retenir un oiseau prêt à s'envoler. Un après-midi de printemps, elle se promenait dans les jardins du manoir Whitmore, aujourd'hui resplendissant après des années de soins. Les rosiers qu'elles avaient plantés ensemble à la main embaumaient l'air. Sophia s'arrêta devant l'un d'eux, caressa une fleur et dit doucement : « J'ai beaucoup réfléchi à ce que je ferai après la remise des diplômes.
Claire sentit son cœur se serrer. Je veux que tu suives ton bonheur, ma chérie. Ne te sens jamais obligée de rester ici à cause de moi ou de la fondation. Sophia se redressa et planta dans les yeux de sa mère ce regard franc qu'elle lui avait transmis. Tu te souviens de ce que tu m'as dit la première nuit où nous avons dormi dans cette maison? Quand j'avais peur et que je t'ai demandé si nous allions vraiment vivre ici? Claire sourit, émue par le souvenir. Oui. Je t'ai répondu qu'on allait en faire la plus belle maison de toute la ville. Tu avais aussi dit que ce serait long, difficile, et que tu aurais besoin de mon aide. J'avais dit oui. Et je dis encore oui aujourd'hui. Mais je veux élargir notre travail. Sophia déroula alors un plan ambitieux, créer un réseau de sections de la Fondation Martinez dans les grandes villes universitaires du Midwest. L'objectif, soutenir les étudiants issus de milieux modestes, comme elle l'avait été autrefois. Elle avait déjà effectué des recherches, identifié des partenaires, et obtenu des promesses de financement de plusieurs donateurs. Ce n'est pas une question de rester à Millfield pour toujours, expliqua-t-elle en se balançant doucement sur le porche en bois que sa mère avait fait installer face au jardin. C'est une question de partager ce que nous avons appris ici, d'en faire bénéficier d'autres. Mais cette maison, ce lieu, restera toujours notre point d'ancrage. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Sa fille n'allait pas partir, elle allait propager leur vision. Elle avait grandi pour devenir exactement la femme qu'elle avait rêvé d'élever, indépendante, audacieuse, enracinée dans la mémoire du passé mais tournée vers l'avenir, et surtout animée d'une générosité inépuisable. L'expansion de la fondation amena de nouveaux défis, mais aussi d'immenses satisfactions. Sophia s'installa à Madison, dans le Wisconsin, où elle fonda la première antenne universitaire près du campus de l'Université du Wisconsin. Autour d'elle, une petite équipe se forma, de jeunes diplômés passionnés, partageant la même conviction que la réussite économique et l'impact social pouvaient avancer main dans la main. Les programmes qu'ils mirent en place étaient novateurs et d'une redoutable efficacité. Plutôt que de se limiter à des aides financières ponctuelles, ils s'attaquaient aux causes profondes de la précarité étudiante. Ils proposaient des ateliers de gestion budgétaire, du mentorat professionnel, des bourses d'urgence, mais aussi des groupes de soutien pour les étudiants isolés. L'une de leurs plus belles innovations fut le programme Bridge, littéralement le pont, un dispositif destiné à soutenir les jeunes diplômés pendant la période charnière entre la fin de leurs études et leur premier emploi stable. Beaucoup de jeunes issus de milieux modestes se retrouvaient, après la remise des diplômes, sans ressources et contraints de retourner vivre chez leurs parents ou d'accepter des emplois sans rapport avec leur formation. Le programme Bridge offrait une solution simple mais révolutionnaire, une aide mensuelle modeste, des séances de coaching de carrière et des opportunités de réseautage pendant 6 mois après l'obtention du diplôme. L'investissement total par personne ne dépassait guère 15 000 $, mais il permettait à ces jeunes adultes de se présenter à des entretiens dans d'autres villes, d'effectuer des stages qualifiants, ou simplement de gagner le temps nécessaire pour trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences. 3 ans après son lancement, plus de 200 diplômés avaient bénéficié de ce soutien, et 94% d'entre eux avaient trouvé un emploi stable dans les 6 mois. Mais au-delà des chiffres, le véritable succès du programme tenait à autre chose, beaucoup de ces jeunes revenaient ensuite comme mentors ou donateurs, perpétuant ainsi le cycle de solidarité que Claire avait voulu créer dès le départ. De retour à Millfield, Claire poursuivait elle aussi son évolution. La richesse, elle l'avait autrefois vue comme une responsabilité lourde. Aujourd'hui, elle la percevait comme une énergie vivante, un moyen d'élever les autres. Le manoir Whitmore, autrefois symbole de solitude et de secret, était devenu un lieu d'accueil et d'espérance. Les rires d'enfants résonnaient dans ses couloirs pendant les ateliers d'été. Les jardins abritaient des réunions, des mariages, des fêtes communautaires. Un soir d'automne, alors que le soleil déclinait derrière les collines, Claire observa les dernières lueurs glisser sur les vitres du manoir. Elle pensa à la femme qu'elle avait été, cette mère célibataire fatiguée, hésitant à lever la main lors de cette vente aux enchères pluvieuses, ignorant que ce geste changerait le destin de tant de vies. Aujourd'hui, elle comprenait, le vrai trésor qu'elle avait découvert n'était pas celui, enfoui sous le plancher du vieux manoir, mais celui qu'elle avait bâti avec son cœur, un héritage de solidarité, de courage et d'amour transmis de mère en fille, et qui désormais rayonnait bien au-delà de Millfield. Claire Martinez, le pouvoir transformateur d'une philanthropie humaine. Au fil des années, Claire Martinez était devenue une figure respectée dans le monde de la philanthropie. Invitée à des conférences prestigieuses, elle parlait avec une sincérité rare de ce qu'elle appelait « le don durable », une manière d'offrir qui transforme sans détruire, qui responsabilise au lieu d'assister. Devant des auditoires composés de mécènes, de dirigeants de fondations et de jeunes entrepreneurs fortunés,
elle partageait sans phare les leçons tirées de sa propre expérience, les dangers d'une richesse soudaine, la solitude morale qu'elle impose, et la lourde responsabilité qui l'accompagne. L'argent, c'est comme l'eau, disait-elle souvent. Il peut irriguer et faire fleurir la vie, ou bien tout submerger et détruire. Tout dépend de la façon dont on le canalise et de la connaissance du terrain que l'on souhaite transformer. Son authenticité touchait les cœurs. Peu à peu, ses interventions publiques devinrent des occasions de rencontre avec d'autres philanthropes avides de sens. Certains l'engagèrent comme conseillère en stratégie de dons. D'autres lui confièrent la refonte complète de leur programme, espérant apprendre comment transformer leur générosité en véritable changement social. Les leçons d'un entrepreneur désabusé. Parmi ses collaborations, celle avec David Chain, un entrepreneur en technologie qui venait de vendre son entreprise pour 800 millions de dollars, fut l'une des plus marquantes. David voulait redistribuer la majorité de sa fortune, mais ses premières tentatives avaient tourné au désastre. Il avait versé des millions à de grandes organisations caritatives sans jamais voir le moindre résultat tangible. Il avait financé des projets spectaculaires, couverts par la presse, mais qui n'avaient laissé aucune trace durable. Dégoûté, il commençait à douter que le bien véritable soit encore possible. Lors de leur première rencontre, il lui dit d'un ton las. « J'ai fait fortune en résolvant des problèmes de manière efficace. Pourtant, la charité semble conçue pour être inefficace. Comment savoir si mon argent aide vraiment quelqu'un ?» Claire comprit immédiatement son désarroi. Elle passa 6 mois à travailler à ses côtés, lui transmettant les principes qui avaient façonné sa propre fondation, proximité, transparence et impact humain. Ensemble, ils visitèrent des associations locales, rencontrèrent des bénéficiaires, parlèrent avec des directeurs de programmes, observèrent des réussites modestes mais profondes. David redécouvrit alors le visage humain du don. Peu à peu, le milliardaire blasé céda la place à un homme animé d'une vision claire, il ne voulait plus signer de chèques anonymes, mais participer à la reconstruction des vies. Inspiré, il créa sa propre fondation, axée sur la technologie éducative dans les écoles défavorisées. Mais, sur les conseils de Claire, il ne se contenta pas d'acheter des ordinateurs. Son programme incluait la formation des enseignants, l'assistance technique et des partenariats de long terme pour s'assurer que les outils seraient vraiment utilisés. Claire m'a appris que le but n'est pas de donner, mais de résoudre des problèmes, déclara-t-il plus tard lors d'un congrès philanthropique. L'argent n'est qu'un outil et souvent pas le plus important. Une nouvelle génération de philanthropes. Grâce à ses expériences, Claire intégra un réseau de donateurs éclairés partageant ses valeurs. Ensemble, ils échangeaient des idées sur la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'éducation et la réduction des inégalités sociales. Parmi ses collaborations, celle avec Margaret Harrison, veuve d'un industriel des énergies renouvelables, se révéla particulièrement fructueuse. Margaret croyait, comme Claire, que le changement durable commence par les individus, pas les institutions. De leur partenariat naquit le programme Bourse Deuxième Chance, destiné aux adultes de plus de 25 ans désireux de reprendre leurs études. Mais cette initiative allait bien au-delà du simple financement universitaire, elle couvrait les frais de vie, la garde d'enfants, le soutien psychologique et professionnel, reconnaissant que les étudiants adultes doivent souvent jongler entre responsabilités et rêves différés. Le premier visage de ce programme fut celui d'Angela Rodriguez, une mère célibataire de 34 ans, qui avait quitté le lycée pour s'occuper de sa grand-mère malade. 15 années de petits boulots mal payés n'avaient pas effacé son rêve de devenir infirmière. Grâce à la bourse, elle obtint son diplôme d'équivalence, entra en école d'infirmière, et finit par se spécialiser en pédiatrie. Le jour de sa remise de diplôme, elle déclara devant Claire et Margaret, les larmes aux yeux. « Je croyais que l'éducation était réservée à ceux qui ont la chance d'être soutenus. Ce programme n'a pas seulement financé mes études, il m'a prouvé que mes rêves étaient valables. » Des histoires comme celle d'Angela confortaient Claire dans sa conviction que la philanthropie la plus puissante ne se contente pas d'alléger la souffrance, elle brise les barrières systémiques. Sous son impulsion, la Fondation Martinez prit un tournant majeur, se concentrant désormais sur la mobilité économique à long terme, plutôt que sur l'aide d'urgence. Millfield, laboratoire d'un renouveau. Cette évolution donna naissance à l'initiative de développement communautaire de Millfield, sans doute le projet le plus ambitieux de la Fondation. Claire voulait s'attaquer aux racines même du déclin économique des petites villes américaines, le manque d'opportunités, la fuite des jeunes talents, l'effondrement des structures locales. Le programme associé formation professionnelle, soutien aux petites entreprises, investissement dans les infrastructures et projets culturels. En partenariat avec les autorités locales et les employeurs régionaux,
la fondation créa un modèle de développement complet et reproductible. Le cœur battant du projet était le centre d'innovation de Millfield, un ancien entrepôt transformé en espace dynamique abritant un incubateur d'entreprises, des ateliers partagés, des salles de formation et un petit atelier de fabrication. Les jeunes entrepreneurs y trouvaient tout, accompagnement, outils, réseau et visibilité. En 5 ans, 43 nouvelles entreprises virent le jour, générant plus de 300 emplois dans cette petite ville de 8000 habitants. Certaines étaient des commerces traditionnels, d'autres des entreprises innovantes, coopératives agricoles bio, ateliers d'artisans vendant en ligne, start-ups locales. L'une des plus remarquables était celle de Tom Bradley, un ancien ouvrier licencié passionné d'électronique. Grâce au centre, il transforma son passe-temps, la réparation d'appareils audio vintage, en une entreprise florissante, attirant des clients de tout le pays. Avant le centre, je pensais que mes seules options étaient de partir ou d'accepter un emploi au salaire minimum, confia-t-il. Aujourd'hui, j'ai une entreprise, j'embauche mes voisins et je contribue à renforcer notre communauté. Un modèle qui rayonne. Le succès de Millfield fit tache d'huile. Bientôt, des représentants d'autres petites villes du Midwest vinrent étudier le modèle. Chaque communauté avait ses propres défis, ici, un accès insuffisant à l'Internet haut débit, là, un manque de transport public ou de structures de garde d'enfants. Claire comprit que la clé du succès résidait dans l'écoute. Avant de lancer un programme, il fallait comprendre les besoins réels, et non les supposés. Pendant ce temps, Sophia, sa fille désormais adulte, suivait ses traces avec une énergie et une clairvoyance impressionnantes. 5 ans après sa sortie de l'université, elle avait implanté 12 antennes de la Fondation Martinez dans autant de villes universitaires, chacune adaptée à son contexte local. À l'université de l'Iowa, les efforts portaient sur l'accompagnement des étudiants de première génération, mentorat, groupes d'études, ateliers sur la gestion financière et la communication professionnelle. À l'université de l'Illinois, la priorité allait à l'entrepreneuriat social, des subventions et un suivi personnalisé permettaient aux étudiants de transformer leurs projets en entreprises à impact durable. Et à Northwestern University, près de son alma mater, Sophia avait créé un programme pour les étudiants d'origine rurale, les aidant à s'adapter à la vie urbaine tout en préservant leurs racines. Chaque antenne restait connectée au siège de Millfield. Une fois par an, un grand congrès réunissait étudiants, bénéficiaires, formateurs et équipes locales pour partager leurs réussites et leurs défis. Ces rassemblements étaient parmi les moments que Claire chérissait le plus. Elle y voyait la preuve vivante que des graines plantées avec compassion pouvaient engendrer des forêts de possibilités. Un pardon tardif. C'est lors de l'un de ces congrès que le passé revint frapper à sa porte. Pendant une pause café, Marcus, son ex-mari, s'approcha d'elle. Cela faisait des années qu'ils ne s'étaient pas parlé, bien que Sophia ait toujours conservé un lien avec son père. Il semblait différent, les cheveux poivre et sel, le regard plus doux, marqué de fatigue mais aussi d'humilité. « Claire, je te dois des excuses. Plusieurs, même. J'avais tort à propos de la maison, tort de douter de toi, tort sur presque tout, murmura-t-il. Claire resta un instant silencieuse, observant cet homme qui avait autrefois occupé une si grande place dans sa vie. Puis elle répondit calmement. Nous avons tous les deux commis des erreurs, Marcus. L'essentiel, c'est que Sophia ait grandi en sachant qu'elle était aimée. Ils regardèrent ensemble leur fille, au loin, animant avec assurance un groupe de discussion. Elle est remarquable, n'est-ce pas, dit Marcus, la fierté et la nostalgie mêlées dans la voix. Claire acquiesça doucement. Oui. Remarquable. Et libre. L'héritage d'une vision. En observant cette nouvelle génération poursuivre ce qu'elle avait amorcé, Claire sentit un apaisement profond. Sa vie avait été une succession d'épreuves, la pauvreté, les doutes, la solitude, le scandale autour du trésor trouvé dans la vieille demeure. Mais tout cela l'avait menée ici à cette révolution tranquille qu'elle avait inspirée. La Fondation Martinez n'était plus seulement une organisation, c'était un mouvement, une philosophie, aider les gens à se relever, non à dépendre. Et à travers chaque visage qu'elle croisait, celui d'Angela la diplômée, de Tom l'entrepreneur, de Sophia la visionnaire, elle voyait la même flamme, celle de la dignité retrouvée. Sous le grand hall du centre de conférence, des rires, des voix et des applaudissements résonnaient. Claire ferma les yeux un instant, laissant ce murmure d'espoir l'envelopper. Elle pensa à cette phrase qu'elle répétait autrefois à ses premiers bénévoles, quand tout semblait encore fragile. Donner, ce n'est pas perdre. C'est semer. Et les graines du cœur, elles, ne cessent jamais de fleurir. La véritable richesse. Elle a ta détermination et ton cœur,
mais aussi cette assurance tranquille que je n'ai jamais eue. Elle sait exactement qui elle est et ce qu'elle veut accomplir. Les mots de Marcus flottèrent dans l'air comme une révélation. Claire suivit son regard vers Sophia, désormais âgée de 27 ans, une jeune femme sûre d'elle, prête à reprendre les rênes de la fondation. Elle est tout ce que j'espérais, murmura Claire avec une tendresse mêlée de fierté. Et bien plus encore. Cette conversation avec Marcus fut, contre toute attente, un baume sur des blessures anciennes. Ils ne seraient jamais amis, mais ils étaient parvenus à devenir des parents unis dans leur admiration pour leur fille, deux êtres qui avaient mis de côté leur rancune pour célébrer ensemble la lumière qu'ils avaient engendrée. C'était une autre forme de trésor, la peine et du pardon, le calme retrouvé après des années de tempête. À mesure que Sophia assumait davantage la direction quotidienne de la fondation, Claire découvrit un nouveau souffle. Elle se mit à écrire d'abord quelques notes dans un journal, puis des articles pour des magazines sur la philanthropie et le développement des petites villes. Son premier livre, Trouver l'or, leçon d'une fortune inattendue, devint un best-seller. Non pas parce que le public rêvait de chasse au trésor, mais parce que son récit touchait à quelque chose d'universel, la capacité humaine à surmonter l'impossible et à découvrir en soi une force insoupçonnée. Le succès du livre ouvrit les portes d'un monde qu'elle n'avait jamais envisagé. Claire fut invitée à témoigner devant des commissions parlementaires sur le développement économique rural. Elle conseilla d'autres fondations sur la philanthropie responsable, siégea dans des conseils d'administration d'organismes nationaux, et inspira de nombreux donateurs à revoir leur manière de donner. Mais malgré cette ascension, le manoir Whitmore demeurait son port d'attache, son ancre dans le tumulte du monde. Elle vivait toujours dans la même maison où, autrefois, elle avait dormi sur un simple matelas pneumatique, serrant sa fille contre elle pour oublier le froid et la peur. Aujourd'hui, les pièces restaurées resplendissaient sous la lumière du jour, mais chaque recoin conservait l'écho de leur lutte. Ce lieu, jadis symbole d'effondrement, était devenu un sanctuaire. Des visiteurs du pays entier y affluaient, des mères célibataires, des femmes divorcées, des familles menacées d'expulsion cherchant dans ces murs la preuve tangible que la renaissance était possible. Claire les accueillait toujours avec la même chaleur. Elle leur montrait les photos des « avant », leur racontait les débuts chaotiques, les travaux sans fin, la peur de l'échec. Le trésor était magnifique, disait-elle souvent avec un sourire. Mais la vraie magie s'est produite avant qu'on ne découvre l'or. La magie, c'était de croire qu'on méritait mieux. C'était de refuser d'abandonner, même quand tout semblait perdu. Parmi les nombreux visiteurs, une femme toucha particulièrement Claire. Elle s'appelait Patricia Miller. Veuve récente, mère de 2 jeunes enfants, elle faisait face à la saisie de sa maison. Patricia avait parcouru près de 6 heures depuis Kansas City après avoir lu Trouver l'or. Elle espérait y trouver une étincelle, un souffle d'espoir. Je ne sais pas pourquoi je suis venue, avoua-t-elle en s'asseyant dans la cuisine, la même où Claire, des années plus tôt, faisait bouillir de l'eau sur un réchaud de camping. Je n'ai plus d'option, plus d'espoir. Claire passa la journée avec elle. Elle écouta, questionna, proposa un plan concret, refinancement, petit boulot, association locale. Mais au-delà des conseils, Patricia avait surtout besoin de voir, de ses propres yeux, qu'il était possible de renaître du chaos. 6 mois plus tard, Claire reçut une enveloppe. À l'intérieur, une photo montrait Patricia et ses enfants, souriant, debout devant leur maison sauvée. Un mot l'accompagnait. Merci de m'avoir montré que, brisé, ne veut pas dire, sans valeur. Nous sommes encore là, et nous allons y arriver. Ces liens tissés avec ceux qui luttaient pour survivre rappelaient à Claire pourquoi la fondation existait. Peu importe combien de vies ils avaient déjà changé, il y aurait toujours d'autres âmes au bord du gouffre, attendant qu'on croie en elles. Lorsque la fondation approcha de son 10e anniversaire, Claire et Sophia décidèrent d'organiser une grande célébration. Ce ne serait pas un gala mondain, mais une fête de gratitude, un week-end dédié à tous ceux qui avaient contribué à cette aventure collective, employés, donateurs, bénéficiaires, bénévoles. Le manoir Whitmore se para de tentes blanches dressées dans les jardins autrefois envahis de ronces. Plus de 500 personnes vinrent honorer cette décennie de transformation. Le moment le plus émouvant fut la projection d'un montage vidéo préparé par Sophia, des visages, des voix, des destins bouleversés par la fondation. Angela Rodriguez, aujourd'hui infirmière en chef dans un hôpital pédiatrique, parla avec émotion du Second Chance Scholarship qui avait changé non seulement sa vie, mais aussi celle de ses enfants. Tom Bradley raconta comment le centre d'innovation lui avait permis de créer une entreprise florissante employant plusieurs familles. Des dizaines d'autres témoignages suivirent et des histoires de courage, d'entraide, de renaissance.
Sophia prit ensuite la parole. Ma mère dit toujours que le trésor trouvé dans le sous-sol n'était que le commencement. Le vrai trésor, c'est d'avoir vu tant de gens découvrir leur propre force, leur propre potentiel, leur propre capacité à changer leur destin. Ce trésor grandit chaque fois qu'on le partage, chaque fois qu'on aide quelqu'un d'autre à croire, lui aussi, que tout est possible. Lorsque les derniers invités partirent et que le silence retomba sur la salle de bal, Claire demeura un moment immobile. Autour d'elle, les lustres étincelaient, les moulures brillaient sous les reflets des bougies, mais dans son esprit, elle revoyait les murs fissurés, les planchers effondrés, la poussière des premiers jours. Sophia la rejoignit et s'assit près d'elle sur une chaise ancienne qu'elles avaient restaurée ensemble. « À quoi tu penses, maman ?» Claire sourit doucement. « À cette première nuit ici, quand on dormait sur des matelas dans la bibliothèque. Tu te souviens? On avait peur de tout. Tout semblait impossible. » Sophia hocha la tête. « Je me souviens que tu m'avais raconté des histoires de fantômes bienveillants pour que je n'ai pas peur. Et j'ai pensé que si toi tu n'avais pas peur, alors moi non plus je ne devais pas en avoir. J'étais terrifié, avoua Claire avec un rire tremblant. Mais je savais une chose, on allait s'en sortir, d'une manière ou d'une autre. » Elles restèrent là, silencieuses, entourées de la preuve tangible de leur persévérance. Pourtant, Claire savait que le véritable trésor n'était pas dans les dorures ni les chandeliers. Il était dans les liens créés, les vies changées, la communauté renforcée, l'espoir transmis. Les années suivantes apportèrent leur lot de défis. Lors de la crise économique de 2032, la Fondation subit de lourdes pertes, près de 30% de la valeur de son fonds de dotation s'était envolé. Certaines initiatives furent suspendues, et Claire connut à nouveau la morsure de l'incertitude financière mais à une échelle bien plus vaste. Lors d'une réunion d'urgence, Sophia présenta un tableau sans phare. Nous avons 18 mois de réserve, pas plus. Si les marchés ne se redressent pas ou si nous ne diversifions pas nos revenus, il faudra faire des coupes sévères. Ce soir-là, seule dans son bureau, Claire relut les chiffres encore et encore. Les questions l'assaillirent, avait-elle grandi trop vite? Était-elle devenue dépendante des rendements plutôt que de la créativité et de la solidarité? En voulant tant aider les autres, avait-elle négligé leur propre stabilité? La réponse finit par lui apparaître, simple et profonde, la force de la fondation n'avait jamais résidé dans les marchés, ni dans l'argent, mais dans les gens, ceux qu'elle aidait, ceux qui y croyaient, ceux qui s'étaient relevés et continuaient de tendre la main à d'autres. Claire se redressa, le regard clair. Elle savait désormais que la survie de leur œuvre dépendrait, non pas de chiffres sur un graphique, mais de la foi collective qu'ils avaient su inspirer. Et tant qu'il existerait des femmes et des hommes décidés à transformer la détresse en espoir, le véritable trésor, celui du courage et de la compassion, ne cesserait jamais de croître. Souhaitez-vous que je poursuive avec la deuxième moitié de la crise de 2032, la réponse venue d'une source inattendue, dans le même style narratif? Je peux prolonger ce passage avec un ton inspirant et cinématographique pour conclure magnifiquement l'arc de Claire et Sophia. La renaissance d'un héritage, l'histoire vivante de la Fondation Martinez. Presque 10 ans s'étaient écoulés depuis que Maria Santos, simple couturière à l'époque, avait obtenu un microcrédit de la Fondation Martinez pour lancer son atelier de retouche. Aujourd'hui, elle possédait 3 boutiques prospères et faisait partie des femmes d'affaires les plus respectées de Millfield. Un matin, bouleversée d'apprendre les difficultés financières de la Fondation, elle décida d'appeler Claire en personne. « Madame Martinez, votre fondation m'a tendu la main quand aucune banque ne voulait croire en moi, » dit Maria d'une voix chargée d'émotion. « Aujourd'hui, mon entreprise emploie 12 personnes. Il est temps pour moi de redonner ce que j'ai reçu. » Son don de $50 000 fut le premier d'une longue chaîne. En quelques semaines, des dizaines d'anciens bénéficiaires suivirent son exemple. Angela Rodriguez, l'infirmière qui avait pu reprendre ses études grâce à une bourse de la Fondation, lança une campagne de collecte auprès du personnel hospitalier de la région. Tom Bradley, diplômé du Centre d'innovation, réunit ses camarades pour créer un programme de dons mensuels. Même d'anciens bénéficiaires d'aide d'urgence, des gens qui autrefois avaient reçu à peine quelques centaines de dollars, envoyèrent leurs maigres économies, 20, 50 dollars parfois. En moins de 6 mois, la Fondation avait non seulement surmonté la crise, mais elle avait aussi trouvé un modèle durable, fondé sur la solidarité de ceux dont la vie avait été changée par ses actions. Ce fut une révélation pour Claire. Lors d'une réunion d'équipe, elle confia avec une humilité mêlée de fierté. « Nous avons passé tant d'années à faire fructifier nos placements financiers que nous avons oublié notre plus grand investissement, les personnes elles-mêmes. Ces dons n'étaient pas motivés par un devoir fiscal ou une obligation morale.
Il venait du cœur. Ces gens veulent s'assurer que d'autres auront la même chance qu'eux. Cette épreuve transforma aussi la vision de Claire sur son propre avenir. À 58 ans, encore pleine d'énergie mais lucide, elle comprit qu'il était temps de préparer la relève. La fondation devait pouvoir continuer sans dépendre d'elle. Sophia, sa fille, avait 32 ans. Brillante, organisée, animée d'un profond sens de la justice sociale, elle avait déjà prouvé sa valeur. Mais Claire voulait que la passation se fasse sereinement, sans urgence ni chaos. Un soir, lors de leur réunion hebdomadaire, elle se décida à lui parler. « J'y pense depuis quelque temps, Sophia. Je ne parle pas de retraite, mais d'une transition. J'aimerais prendre un rôle plus consultatif, pendant que tu prendrais officiellement la direction exécutive. » Sophia resta un instant sans voix. Bien qu'elle ait déjà dirigé de nombreux projets et représenté la fondation à des conférences internationales, la perspective d'endosser toute la responsabilité la surprit. « Tu es sûre ? C'est ton œuvre, maman. » Claire sourit, un éclat de nostalgie dans le regard. « C'était mon œuvre, oui, pendant les 10 premières années. Mais aujourd'hui, c'est la tienne. Et je sens que le moment est venu de le reconnaître. J'ai d'autres projets à mener, d'autres formes d'engagement à explorer. » La transition s'étala sur un an. Claire céda peu à peu ses responsabilités tout en restant présente pour les grandes décisions et les orientations stratégiques. Ce processus mit en lumière l'évolution remarquable de Sophia, une dirigeante à la fois audacieuse et profondément fidèle aux valeurs fondatrices de la maison. L'une de ses premières grandes initiatives fut la création du programme Next Generation Leadership, destiné à repérer et à former de jeunes leaders issus des anciens bénéficiaires de la fondation. L'objectif était clair, transmettre le flambeau et permettre à ces jeunes d'ouvrir leur propre chemin dans le monde de l'innovation sociale. Le premier groupe comptait 12 participants, une ancienne boursière souhaitant ouvrir un centre d'aide scolaire dans sa ville natale, un bénéficiaire de microcrédit en train de concevoir une clinique mobile pour les zones rurales, et plusieurs jeunes entrepreneurs sociaux portés par la gratitude et l'envie d'agir. Parmi eux se distinguait Jason Chin, fils de David Chin, l'ancien entrepreneur technologique que Claire avait autrefois aidé à transformer en philanthrope éclairé. Jason, diplômé en travail social, voulait créer des programmes destinés aux enfants d'immigrés afin de les aider à naviguer entre culture, école et avenir professionnel. Lors d'une évaluation du programme, il confia à Claire. « J'ai vu mon père chercher longtemps comment donner un sens à sa réussite. Je veux faire autrement, créer des solutions concrètes, mais surtout des liens durables. » Son projet, baptisé le Bridge Builders, devint rapidement un modèle. Il offrait aux familles immigrées un accompagnement éducatif, des ateliers d'orientation et des réseaux de soutien mutuel qui perduraient bien au-delà des sessions officielles. Inspirée par ces réussites, Sophia décida d'étendre la portée des formations. Chaque atelier fut adapté aux besoins locaux. Dans une ville, on travaillait sur la création de crèches communautaires, dans une autre, sur le maintien à domicile des personnes âgées. À Farmington, Iowa, les participants identifièrent le manque criant de structures périscolaires. 6 mois plus tard, un ancien presbytère se transforma en centre d'activité pour enfants, animé par des bénévoles et financé par de petites entreprises locales et les contributions des parents selon leurs moyens. À Broken Arrow, Oklahoma, la priorité fut donnée aux personnes âgées isolées. Les anciens du programme mirent sur pied le réseau Neighboring Neighbor, jumelant des bénévoles compétents avec des aînés en difficulté. Des liens d'amitié profonds naquirent de ces échanges, transformant un simple projet logistique en communauté vivante. Ces victoires locales confirmèrent la conviction de Claire, le changement durable vient toujours de l'intérieur des communautés, jamais de l'extérieur. Face à cet engouement, Sophia proposa de créer un institut des bâtisseurs communautaires. 3 ans après le passage de relais officiels, l'institut vit le jour. Il formait des animateurs locaux capables de reproduire les ateliers dans leur propre région, multipliant ainsi l'impact de la fondation à une échelle nationale. Pendant ce temps, les programmes historiques continuaient de prospérer. Les antennes universitaires de la Fondation étaient désormais actives dans 28 villes. Le programme de microcrédit s'était enrichi d'un volet de mentorat et d'accompagnement commercial. Quant au centre d'innovation, il avait essaimé dans 6 petites villes, générant des emplois et redynamisant des économies locales autrefois moribondes. Mais ce qui touchait le plus Claire, c'étaient les histoires de seconde génération, les enfants de ceux qu'elle avait aidés devenaient à leur tour bénéficiaires ou acteurs du changement. Carmen Rodriguez, la fille d'Angela, étudiait à Northwestern grâce à une bourse de la Fondation, se préparant à devenir assistante sociale. Le fils de Tom Bradley, lui,
avait lancé une application mobile issue du centre d'innovation pour aider les petites entreprises à gérer leur stock. Quant à Elena Santos, la fille de Maria, elle avait fondé sa propre association pour soutenir les femmes immigrées entrepreneurs. Lors d'un gala de remerciements, Elena déclara avec émotion: « La fondation n'a pas seulement aidé ma mère. Elle a montré à toute notre famille ce que la confiance et le soutien peuvent accomplir. Aujourd'hui, c'est à moi d'offrir cette même chance à d'autres. » Ces histoires tissaient une fresque humaine d'une richesse inestimable. Claire comprit alors que la vraie mesure du succès de la fondation ne se trouvait ni dans les montants collectés ni dans le nombre de projets, mais dans cette culture du don qui s'était enracinée, génération après génération. À l'approche de son 60e anniversaire, Claire prit le temps de contempler le chemin parcouru. Elle se revit, des années plus tôt, seule dans une maison délabrée, chauffant de l'eau sur un réchaud de camping, ignorant que sous ses pieds dormait un trésor d'or et de destin. Ce jour-là avait bouleversé sa vie, mais c'est tout ce qu'elle avait fait après la découverte qui lui donnait aujourd'hui un sens profond. La femme qui avait un jour redouté de ne pas pouvoir nourrir sa fille était désormais invitée à parler dans les plus grands forums internationaux sur la lutte contre la pauvreté et la philanthropie durable. Pourtant, au fond d'elle, rien n'avait changé. Elle restait cette femme obstinée, animée par une foi simple: chaque être humain mérite une chance, les petits gestes ont un pouvoir immense, et les véritables trésors sont ceux que l'on partage. Son regard se perdit un instant par la fenêtre du siège de la fondation. Dehors, Sophia riait avec une nouvelle promotion de jeunes lauréats. Dans leurs yeux brillait cette même étincelle d'espoir qui, autrefois, l'avait guidée. Claire sourit doucement. Elle savait alors, avec une certitude paisible, que le plus précieux héritage qu'elle laisserait au monde ne se trouvait pas dans les coffres d'une banque, mais dans les cœurs qu'elle avait aidé à s'ouvrir. Souhaitez-vous que je prépare ensuite la version pour narration audio YouTube, avec rythme oral, pauses émotionnelles et ton cinématographique? Cela transformerait ce passage en texte parfait pour une vidéo inspirante ou documentaire. Le véritable trésor. Le manoir n'était plus seulement une maison, ni même un centre communautaire. Il était devenu un symbole vivant, un témoignage éclatant de transformation et de possibilités. Ses murs, autrefois silencieux et délabrés, vibraient désormais de vie, de rire, de projets et d'espoir. Des visiteurs affluaient non seulement de tout le pays, mais aussi de l'étranger, attirés par une histoire qui prouvait qu'un changement positif, durable et profond pouvait naître des circonstances les plus improbables. Parmi eux, une visiteuse marqua particulièrement Claire, la docteure Amara Okafor, économiste du développement venue du Nigeria. Chercheuse passionnée par les modèles de croissance rurale durable, elle passa une semaine entière à Millfield, étudiant les programmes de la Fondation Martinez, interrogeant habitants et bénéficiaires sur les métamorphoses vécues au cours des 15 dernières années. « Ce que vous avez créé ici est remarquable », déclara-t-elle à Claire lors de leur dernière rencontre. Mais ce qui le rend unique, c'est que tout a poussé de l'intérieur, enraciné dans les besoins réels de la communauté. Rien n'a été imposé d'en haut, et cela, dans le monde du développement, est rarissime. Les recherches de la docteure Okafor ouvrirent des horizons inattendus, la Fondation Martinez fut invitée à collaborer à plusieurs projets de développement rural en Afrique. Claire hésita d'abord. Le travail international l'intimidait, elle craignait de perdre le lien concret avec sa communauté. Mais la perspective d'un échange réciproque, partager l'expérience acquise à Millfield tout en apprenant de cultures différentes, l'intrigua profondément. Le premier projet pilote vit le jour au Ghana. La Fondation y adapta le modèle du centre d'innovation pour des communautés agricoles rurales, en partenariat étroit avec des organisations locales. Plutôt que de soutenir des entrepreneurs individuels, les centres mirent l'accent sur les coopératives, unir les forces pour obtenir de meilleurs prix pour les récoltes, développer des produits à valeur ajoutée, renforcer l'autonomie collective. Ce séjour africain enseigna à Claire une leçon essentielle: on ne transpose pas un modèle d'un continent à un autre sans l'enraciner dans le tissu culturel. Ce qui fonctionnait dans une petite ville américaine devait être réinventé pour la réalité rurale africaine. Mais les principes universels demeuraient: le développement par la communauté, la dignité individuelle, la confiance dans le potentiel humain. Dans son journal, de retour à Millfield, elle écrivit: « Les détails changent, mais les cœurs se ressemblent. Partout, les gens veulent nourrir leur famille, offrir un avenir à leurs enfants, et être respectés dans leur dignité. Si l'on part de là, on peut bâtir des programmes qui fonctionnent n'importe où. » Les projets internationaux restèrent modestes, soigneusement encadrés. Toujours en partenariat avec des structures locales solides, et toujours fondés sur le renforcement des capacités plutôt que la création de dépendance. Claire y tenait. Notre rôle n'est pas de remplacer, mais de soutenir.
Pas d'imposer, mais d'écouter. Chaque projet doit fortifier ceux qui existent déjà. Pendant que Sofia, sa fille, prenait la direction de ses nouvelles initiatives à l'étranger, Claire trouva le temps de se consacrer à une passion nouvelle, accompagner les personnes confrontées à des bouleversements soudains et héritages inattendus, gains de loterie, ou changements de vie radicaux. Grâce à des recommandations d'avocats, de conseillers financiers et d'autres fondations, elle commença à travailler discrètement avec des individus désemparés par une richesse imprévue. Ces nouveaux riches involontaires faisaient face aux mêmes tourments qu'elle jadis, pression familiale, culpabilité, solitude, difficulté à discerner qui aider, qui écouter, et surtout comment donner un sens à cette abondance. Parmi eux, Rebecca Thompson, enseignante de l'Oregon, marqua profondément Claire. Rebecca avait remporté 120 millions de dollars à la loterie, mais son mariage en crise compliquait tout. Je croyais que gagner changerait ma vie en mieux, lui confia-t-elle lors de leur première rencontre. En réalité, ça a tout embrouillé. Mon mari veut la moitié, ma famille attend que je paie leurs dettes, et je ne sais plus à qui faire confiance. Claire l'accompagna pendant plus d'1 an, elle l'aida à gérer les aspects juridiques d'un divorce avec des actifs considérables, à établir des critères clairs pour répondre aux demandes d'aide, et surtout à rédiger une mission personnelle guidant ses choix philanthropiques. Ce travail, profondément humain, comblait Claire d'un sentiment de sens retrouvé. Elle y voyait une façon d'utiliser la sagesse durement acquise pour éviter à d'autres les mêmes erreurs. Chaque histoire était unique, mais les enjeux émotionnels se répétaient, perte de repères, peur d'être exploité, quête de sens. La richesse soudaine ne change pas qui vous êtes, disait-elle souvent, mais elle révèle qui vous êtes. L'important est d'aimer ce qu'elle révèle et de choisir consciemment qui vous souhaitez devenir. Avec le temps, ces relations dépassèrent le cadre du mentorat. Plusieurs devinrent des amitiés sincères, d'autres des collaborations professionnelles. Rebecca finit par créer sa propre fondation dédiée à l'équité éducative, avec Claire pour conseillère informelle. D'autres anciens clients rejoignirent la cause du Martinez Foundation, finançant des bourses ou lançant des programmes inspirés par la philosophie de Claire, le changement commence toujours à échelle humaine. Ces expériences l'amenèrent à formaliser ses observations, elle élabora ce qu'elle appela le cadre de transition, Transition Framework. Une méthode structurée pour aider les individus à traverser les grands changements de vie sans perdre leurs valeurs ni leurs liens essentiels. Ce cadre reposait sur 5 piliers. 1. Clarifier ses valeurs et priorités ou comprendre ce qui compte vraiment avant de prendre des décisions. 2. Créer des systèmes de décision ou éviter l'impulsivité dans la gestion de ressources nouvelles. 3. S'entourer judicieusement ou bâtir un réseau de soutien sain et compétent. 4. Établir des limites claires, protéger son temps, son énergie, et ses finances. 5. Préserver la perspective, se rappeler que la richesse n'est qu'un outil, pas une identité. Claire présenta cette approche lors de conférences réunissant conseillers financiers, avocats spécialisés en succession et thérapeutes familiaux. L'accueil fut enthousiaste. Beaucoup affirmèrent que ce cadre avait permis à leurs clients d'éviter les écueils habituels et de redéfinir leur relation à l'argent de manière consciente et apaisée. À l'approche de son 60e anniversaire, Sofia décida d'organiser une célébration à la hauteur du parcours de sa mère, un hommage à 15 années d'impact et de résilience. L'événement réunit une mosaïque d'existences transformées, anciens bénéficiaires d'aide d'urgence, entrepreneurs soutenus par la fondation, boursiers devenus professionnels accomplis. Tous se retrouvèrent au manoir, ce lieu chargé d'histoire et de miracles. Les jardins furent recouverts de tentes où s'exposaient photos, témoignages, objets symboliques, chaque image racontait une victoire, chaque citation un souvenir de gratitude. Des musiciens locaux, pour beaucoup formés grâce à des bourses artistiques, emplissaient l'air de leur mélodie. Le moment le plus émouvant arriva quand Sofia monta sur scène. « Ma mère a toujours cru que le meilleur investissement, c'est l'humain », déclara-t-elle d'une voix vibrante d'émotion. Aujourd'hui, nous créons la bourse Héritage Claire Martinez, pour que ces valeurs continuent de vivre à travers les générations. Cette nouvelle bourse offrirait un financement intégral d'études universitaires à des jeunes alliant excellence académique et engagement communautaire. Les premiers lauréats furent annoncés sous les applaudissements, Carmen Rodriguez, fille d'Angela, décidée à devenir assistante sociale pour améliorer l'accès aux soins dans les régions défavorisées, et Michael Chin, le jeune frère de Jason, passionné par l'ingénierie environnementale et les technologies durables pour les petites communautés. Claire observa la scène, émue aux larmes. Devant elle se tenaient des centaines de visages reconnaissants et des vies entières transformées par un choix fait 15 ans plus tôt, un matin pluvieux, dans une salle d'enchères presque vide. Ce jour-là, elle avait levé la main pour acheter un manoir en ruine, sans savoir qu'elle venait d'ouvrir la porte d'une destinée. Le manoir, jadis symbole de déchéance,
était devenu un sanctuaire de renaissance. Chaque pièce racontait une histoire, la bibliothèque remplie d'ouvrages donnés par des étudiants boursiers, l'atelier où d'anciens bénéficiaires enseignaient désormais leur métier, la cave, autrefois cachée sous la poussière et le secret, transformée en archive du trésor, conservant témoignages, lettres et documents retraçant chaque programme. Mais le véritable trésor, songea Claire, n'était pas dans ces archives. Il se trouvait dans la conscience que chaque acte de foi avait engendré une onde de bienveillance s'étendant bien au-delà d'elle. Ce trésor vivait dans chaque bourse attribuée, chaque commerce sauvé, chaque famille rétablie, chaque jeune convaincu que ses rêves étaient à sa portée. Quand la fête toucha à sa fin et que les invités commencèrent à partir, Claire resta un moment dans la grande salle de bal. 15 ans plus tôt, après la célébration du 10e anniversaire, elle s'y était assise seule, habitée par le doute. Cette fois, elle n'était pas seule. À ses côtés se tenaient Sophia, les directeurs des programmes, les membres du conseil, et plusieurs amis devenus sa famille de cœur. Et maintenant, maman, demanda Sophia, un sourire complice aux lèvres. La question résonna comme un refrain familier, celui d'une vie toujours tournée vers le prochain pas, la prochaine mission. Claire balaya la salle du regard, croisant les visages de ceux qui poursuivraient l'œuvre après elle. Puis, d'une voix paisible et pleine de conviction, elle répondit. Maintenant, nous continuons à faire ce que nous faisons le mieux, aider les gens à découvrir leur propre trésor. Un être à la fois.